Maintenant que tout est prêt de notre côté, on va donc attaquer la construction de l'interface. On va se servir de l'auto-layout, bien sûr, pour construire cette interface, mais avant, je vais t'expliquer exactement ce qu'est l'auto-layout, parce que l'auto-layout fait partie de la famille de ce qu'on appelle les containers. Sur Figma, on va retrouver 4 types de containers. Je vais te les donner du moins important au plus important, et en fait, un peu comme les classes et les ID en CSS, si tu connais le HTML CSS, ils ont un ordre hiérarchique et un cas d'utilisation bien précis. Les 4 types de containers, ça va donc être le groupe que tu connais, la frame qui correspond aussi, tu te souviens, à l'espace de travail qu'on a créé ensemble. On va retrouver ensuite l'auto-layout qui est en fait un cousin de la frame. Il a exactement les mêmes propriétés, on va le voir tout de suite, le comportement est juste un petit peu différent. Et enfin, on va retrouver la section au-dessus de tout ça. Ces 4 containers, ce sont donc les éléments qu'on va manipuler pour faire vivre notre design au sein de notre interface. Tu vas voir qu'à partir de maintenant, tu vas très souvent m'entendre parler de relations parents-enfants, puisque en fait en user interface, tout est question de hiérarchie et de quel élément vit par rapport à son parent, quel est le rapport hiérarchique entre l'élément au-dessus et celui en dessous. C'est ultra important que tu aies toujours l'œil là-dessus. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à utiliser un peu ce vocabulaire de relation entre parents et enfants, puisque en user interface, tout est dépendant, tous les éléments sont dépendants les uns des autres. C'est ça aussi qui va nous permettre ensuite de créer un design qui soit responsive et adaptatif. Donc, je vais commencer par masquer le layout. Petit raccourci clavier très pratique, Shift G, ça va te permettre de masquer le layout sans avoir à aller chercher le petit œil ici, c'est un petit peu plus pratique. Voilà, donc Shift G pour afficher, masquer le layout. Et on va regarder ensemble le comportement de ces 4 types de containers. Pour faire ceci, je vais tracer ici 2 carrés et on va regarder un petit peu ce qui se passe, notamment si je les mets dans des container, et on va commencer donc par le groupe. Pour créer un groupe, je vais sélectionner mes 2 éléments et je vais pouvoir faire un clic droit ici, Group Selection, Command G sur Mac ou Ctrl G sur PC. Je vais donc ici grouper mes éléments, Command G, et à partir de là, tu vois que groupe 1 est bien le parent de rectangle 2 et rectangle 1. Qu'est-ce qui se passe si j'agrandis le parent? Groupe 1, regarde bien. Si je grandis le parent, je me rends compte que les enfants grandissent avec lui. D'accord? Donc, le comportement du parent a une influence directe sur celui des enfants. Si je grandis le parent, les enfants grandissent avec lui. Si je le rapetisse, également, les enfants vont se réduire avec lui. Tu verras que sur Figma, on n'utilise pas tant que ça le groupe. Au final, on va l'utiliser vraiment pour des éléments qui ont des vocations non interactives. On verra ça un petit peu plus tard, il y aura quelques cas d'exemple, mais le groupe, c'est vraiment la manière la plus basique de regrouper les éléments. Mais souviens-toi bien que dans le groupe, le comportement des parents influence celui des enfants. Maintenant qu'on a vu le groupe, je vais le défaire, je vais pouvoir faire un clic droit ici et ungroup, ou Shift Command G ou Ctrl Alt G sur PC, et à partir de là, je vais reprendre mes 2 éléments, et cette fois, je vais créer une frame. Donc souviens-toi que ici, ce qu'on a créé App Home, c'est une frame, et que là, je vais commencer à mettre des frames dans des frames. Donc si tu connais le HTML CSS, comme je l'avais dit en introduction, la frame, il faut vraiment le prendre comme une div. Une div, tu sais qu'en HTML CSS, c'est un élément qui est complètement neutre, qui peut avoir n'importe quelle forme, qui peut avoir des borders, qui peut avoir un fond, qui peut avoir n'importe quelle taille, n'importe quelle hauteur. C'est toi qui peux décider de la taille et de les propriétés de ton élément. À partir de là, la frame, il faut vraiment que tu le prennes comme un objet neutre. Et tu vas voir qu'il a exactement les mêmes caractéristiques qu'une div. Si tu ne connais pas le HTML CSS, aucune inquiétude, tu vas voir que toutes les propriétés que tu vas retrouver sur la frame ont aussi leur équivalent en CSS lorsque tu l'apprendras, et ça deviendra beaucoup plus limpide pour toi suite à ça. Je vais donc prendre mes 2 éléments, cette fois je vais reprendre mes 2 rectangles, rectangle 1 et rectangle 2, et je vais faire cette fois un clic droit, et je vais cliquer sur Frame Selection. Donc je vais créer une frame. La frame, elle est donc reconnaissable à ce petit symbole, cette espèce de petit dièse, et à partir de là, je vais faire exactement ce qu'on a fait sur le groupe. Regarde, je vais prendre ma frame et je vais l'agrandir. Et on se rend compte que, du coup, les enfants, cette fois, ne grandissent pas avec le parent. Regarde bien, je vais mettre une border à la frame pour qu'on voit bien ses limites. Voilà, je vais mettre une couleur primary brand, et tu te rends compte que donc si j'agrandis la frame, les enfants ne grandissent pas
avec la frame, d'accord? La frame, c'est un petit peu, on va dire, l'adolescence, et les enfants font ce qu'ils veulent. Donc, je vais grandir ma frame, je vois que ça n'a pas d'incidence sur les enfants, et regarde, en l'abaissant, je me rends compte d'ailleurs, c'est bizarre, que ma frame peut être plus petite que la somme de son contenu, ce qui peut être un petit peu perturbant, mais en soi, comme je te l'ai dit, une frame, c'est vraiment un objet complètement neutre. Donc, je vais la bouger un petit peu et je me rends compte que la frame, elle peut être plus grande ou plus petite. Si une frame peut être plus petite que son contenu, à quoi est-ce que ça va nous servir? Ça nous servira plus tard, tu vas voir, à créer par exemple des sliders. Si je veux créer un slider, il faudra donc que la somme du contenu soit supérieure à la taille du container. Lorsque je parle de container, je parle de frame 1, et la somme du contenu, c'est bien sûr rectangle 1 plus rectangle 2. Il faut bien comprendre que c'est la largeur du rectangle 1 plus le margin entre les deux éléments. Si tu veux avoir les marges entre les éléments, il va te suffire d'en sélectionner un, d'appuyer sur Option ou Alt GR sur PC, d'aller survoler l'élément à côté, et tu vois qu'ici j'ai 39 pixels, 39,58 d'ailleurs, c'est pas très clean, et cette valeur ici, je vais la retrouver exactement dans mes options de frame à droite, 40 pixels. Ok? Donc ma frame actuellement est plus petite que mon contenu. C'est un petit peu bizarre en soi, mais qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre sur la frame d'aller accéder à la propriété Clip Content. Et regarde, dès le moment où j'ai activé Clip Content, tout ce qui se trouve à l'extérieur de la frame sera masqué. Le Clip Content, si tu connais le CSS, c'est l'exact équivalent de Overflow Visible Hidden, ce qui va te permettre aussi de masquer ce qu'il y a en dehors d'une div ou pas. Donc, je peux réduire la taille de ma frame et je vais pouvoir masquer une partie de son contenu grâce à la propriété Clip Content. Il faut bien comprendre qu'une frame, comme un auto-layout, on va le voir juste après, a une taille par défaut. La taille par défaut, comme je viens de te le dire, c'est en fait la somme de son contenu. Donc la largeur de mes deux shapes plus l'espace de 40 pixels, ce qu'on appelle le space between sur Figma, l'écart entre les éléments en français. Et cette taille par défaut, je peux y revenir à n'importe quel moment en allant chercher en haut à droite l'option Resize to Fit ou Shift Option Command R, ce raccourci un petit peu barbare mais assez pratique. Et dans ce cas-là, tu vois que ma frame revient à sa taille par défaut, c'est-à-dire la somme de son contenu. Si je décidais d'agrandir ma frame vers le bas et d'envoyer ce carré en bas, par exemple, en fait, si je cliquais sur Resize to Fit, ça ne bougerait pas parce que la somme de son contenu reste le même. C'est juste que ici j'ai un negative space et j'en ai un ici aussi. Mais au final, la frame a exactement la même taille. Et regarde ici, je vais recliquer sur Resize to Fit et je reviens à la taille par défaut de ma frame. Donc, une frame, c'est un objet neutre. Et regarde, j'ai toujours le Clip Content activé. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a en dehors de ma frame sera masqué. Je vais tout à fait pouvoir ici aller choisir par exemple un corner radius de 100. Et dans ce cas-là, j'aurai une forme oblongue complètement arrondie. Je vais repasser à 0 et je vais continuer la démonstration. Si je prends ici ma frame, donc on a vu qu'elle pouvait avoir une border. Je pourrais d'ailleurs même si tu veux lui mettre un fond, tu vois. Hop, secondary way, on le voit ici. Et ce que je vais faire dans ma frame maintenant, c'est que je vais déplacer les enfants. Je peux le faire de deux manières. Je te déconseille de toucher aux poignées ici. Je trouve qu'elles sont pas très pratiques. Donc je préfère toujours aller modifier les valeurs ici. Et par exemple, je vais mettre 64 pixels. Je vais désactiver le Clip Content pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on constate? Je constate que donc, si j'agrandis l'écart entre mes éléments, ici, je constate qu'en fait, la taille de ma frame ne change pas, d'accord? Et que l'enfant sort du parent. Donc ça, c'est le comportement de base de la frame. En fait, le comportement du parent n'a pas d'incidence directe sur celui des enfants. Ça, c'est vraiment le principe de la frame. Tu vas voir les cas d'utilisation, on va l'utiliser très souvent, et en fait, Figma, c'est un arbitrage permanent entre est-ce que j'utilise une frame, est-ce que j'utilise un auto-layout. La plupart du temps, ce sera un auto-layout pour créer des dépendances entre les éléments, mais la frame reste un outil très très pratique. Donc, voici pour le comportement de la frame. Retiens bien qu'une frame, c'est vraiment un container, un élément neutre et qui peut tout à fait accueillir d'autres frames à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Si c'est un container, l'idée c'est de commencer à les imbriquer les uns à côté des autres et de les faire vivre ensemble. Je vais défaire ma frame, je vais pouvoir faire un clic droit ici et ungroup pour supprimer ma frame. Et maintenant, je vais créer ce qu'on appelle donc l'auto-layout.
Pour créer un auto-layout, c'est vraiment le raccourci qu'il faut que tu apprennes absolument sur Figma. Le raccourci, ce sera Shift-A, d'accord? Et voici l'icône qui représente l'auto-layout. L'auto-layout, c'est exactement le même comportement que la frame. Regarde, ici, je vais pouvoir aller lui mettre aussi une stroke, une border si je le souhaite. Je vais aussi pouvoir, si je veux, lui mettre un fond, d'accord? Je vais pouvoir aussi l'agrandir, la réduire, activer le clip content en soi. Pour l'instant, il n'y a rien qui distingue la frame de l'auto-layout de la frame, pardon. Quelle est la différence? Je vais cliquer ici sur Resize to Fit pour revenir à sa taille par défaut. Et maintenant, je vais aller changer la valeur de Space Between. La valeur de Space Between, elle ne se trouve plus en haut ici, elle va se trouver maintenant ici, dans ce nouveau panneau Auto Layout. Et ce panneau Auto Layout, si par exemple ici, je change 47 et que je mets 32 pixels, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette fois, le comportement des enfants a influencé celui des parents. Regarde, si ici je passe à 100 pixels, on va se rendre compte que l'auto-layout grandit avec les enfants. C'est la différence fondamentale entre la frame et l'auto-layout. Sur l'auto-layout, le comportement des enfants influence celui des parents. Et à partir de là, tu comprends bien que c'est l'outil qu'on va utiliser et c'est ça qui va nous permettre de créer des éléments qui s'adaptent en fonction de la taille des enfants. Pour l'auto-layout, on va retrouver ici du coup toutes ces options. Un auto-layout, pour l'expliquer simplement, si tu connais le CSS, c'est l'exact équivalent de la fonction Flexbox. Tu sais que Flexbox, c'est la façon de positionner les éléments en CSS et que Flexbox, c'est toujours aussi une relation entre le parent et les enfants. Si je regarde ce panneau auto-layout, je me rends compte que déjà, l'auto-layout a plusieurs propriétés. Et donc, l'auto-layout, c'est des contrôles permanents. Dès que tu crées un auto-layout, ton regard doit tout de suite se poser ici à droite pour aller régler tes paramètres et vérifier que tout est bien défini. Est-ce que mon auto-layout est vertical ou est-ce qu'il est horizontal? On verra juste plus tard le wrap, c'est la possibilité pour l'auto-layout de passer à la ligne, qui est aussi une des fonctions de Flexbox. Si tu fais du CSS, du Webflow, c'est sûrement des choses que tu connais. On va se concentrer pour l'instant sur les directions. Donc soit direction verticale, soit horizontale, ou alors wrap, passe à la ligne. On va voir ça plus tard dans la formation. Ensuite, le space between, on vient de le voir. Donc si je change la valeur ici, hop, mon élément va se remettre à la bonne taille. On va voir les contraintes juste après, ça va sauter. Je vais t'expliquer pourquoi. Et il faut bien comprendre ensuite que, du coup, ce carré ici, qui correspond à l'auto-layout avec cette petite icône, en fait, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la position des enfants dans le parent. Ce carré ici que tu vois, que je suis en train de surligner avec ma souris, en fait, correspond exactement à la forme qui comporte le fond secondary gray avec la border orange. Pourquoi? Si maintenant je décide de changer mes options d'alignement et que par exemple je veux centrer les enfants, tu vois bien que Figma considère que l'enfant de frame 1, quand bien même j'ai deux shapes, il considère que c'est un seul et même enfant. À partir de là, je vais pouvoir très simplement aller aligner mes éléments à l'intérieur d'un container. C'est ça qui va nous permettre sur Figma de bien positionner les éléments les uns par rapport aux autres et de les faire vivre ensemble. C'est primordial que tu t'entraînes et je t'ai préparé toute une série d'exercices que tu vas pouvoir faire pour t'entraîner à manipuler l'auto-layout. Il nous reste une dernière option à voir dans l'auto-layout. Je vais revenir ici à sa taille par défaut, tu vois, donc exactement comme sur la frame, et c'est ici ce qu'on appelle le padding. Tu sais que contrairement aux margins qui sont les marges extérieures, le padding ce sont les marges intérieures. Par exemple, pour te donner un exemple concret, si je voulais créer un paragraphe avec du texte, par exemple, et que je mettais un fond à ce paragraphe, on va le faire ensemble, hop, je vais mettre tout ça dans un auto-layout, donc dans un container, et je vais lui donner un fond, hop, secondary gray. Je vais repasser le padding à 0, et donc, imaginons que là, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Tu sais bien que la typographie, je veux jamais qu'elle soit complètement collée au bord de mon interface, de mon layout. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du padding. On va commencer par, à gauche, la valeur horizontale. Je vais mettre, par exemple, 24. Et je vais mettre 16 en haut et en bas. Le padding, en fait, c'est une sécurité dans ta boîte. Ça va empêcher le texte, tu vois, de chasser ici à droite et à gauche. Et maintenant, si j'agrandis mon quelque texte, comme je suis bien en auto-8, comme on l'a vu sur les options de texte, à partir de là, il va toujours respecter les valeurs de padding.
Donc le padding, retiens bien que contrairement aux margins, ce sont les marges intérieures de ton élément. Ici, si je mets 16 pixels et 16 pixels, j'aurai bien, voilà, la sécurité à l'intérieur de ma boîte. J'ai bien sûr la possibilité ici de mettre les valeurs de manière individuelle. Généralement en UI c'est gauche-droite au bas, il peut arriver bien sûr que ça varie, mais on va rester simple pour l'exercice. Une fois qu'on a vu l'auto-layout, on va maintenant commencer à pratiquer et mettre tout ça en ordre de marche pour créer le menu à gauche de notre application et se lancer dans la création.